s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic. Mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 1. Tu seras sage-femme, mon fils. Sage-femme, infirmière, assistante maternelle, coiffeuse, esthéticienne, développeur, électricien, ingénieur ou cariste. Certains métiers sont dits féminins, d'autres masculins, et il en est de même pour les formations scolaires qui permettent d'y accéder. Des liens semblent ainsi exister entre genre et orientation scolaire. Mais quels sont-ils ? Pourquoi et en quoi être né garçon ou fille peut conditionner nos parcours scolaires, nos études et nos métiers ? Je suis Florène Champeau, du service recherche de l'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast Puzzle. Et pour nous parler de genre et d'orientation scolaire, aujourd'hui, nous accueillons Alice Olivier, maîtresse de conférences en sociologie. Alice enseigne à l'INSP et elle est par ailleurs chercheuse au sein du CLERC, un laboratoire de l'Université de Lille. Dans le cadre de son doctorat, elle s'est intéressée aux liens entre genre et orientation. Bonjour Alice. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton doctorat ? Oui, alors effectivement, je me suis intéressée aux liens entre genre et orientation à partir d'un cas spécifique qui était le cas des hommes qui s'investissent dans des formations de l'enseignement supérieur très très féminisées. Je me suis intéressée en fait aux quelques hommes sages-femmes ou assistants de service social. Et du coup, tu en as même tiré un livre puisqu'il vient de paraître récemment là, à la documentation française dans une collection dirigée par l'Observatoire national de la vie étudiante, un livre qui s'intitule « Se distinguer des femmes, sociologie des hommes en formation féminine de l'enseignement supérieur ». On a parlé de genre et d'orientation scolaire, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le genre ? Alors le genre, en fait, c'est un concept qui désigne la construction sociale de toutes les différences et de toutes les inégalités entre les femmes et les hommes et entre ce qui est vu comme féminin ou comme masculin. Autrement dit, le genre, ça nous dit que être une femme ou être un homme ou être considéré comme féminin ou comme masculin, c'est pas quelque chose qui est par nature chez les individus, mais qui est en fait socialement construit tout au long de la vie, depuis la petite enfance jusqu'aux plus grands âges, et même parfois avant même la naissance, dans la préparation des parents, on commence déjà à projeter des choses qui sont socialement construites sur les enfants et qui participent à construire le genre. Le genre qui va se retrouver après dans toutes les sphères de la vie sociale. Donc on va trouver ce système de genre à l'école, dans la famille, dans le couple, dans la politique, dans les loisirs, dans le sport, etc. En fait, c'est un système social qui va vraiment traverser toute notre vie et qui va participer à nous construire, à construire qui nous sommes, nos intérêts, nos goûts, ce qu'on a envie de faire dans la vie ou au contraire ce qu'on n'a pas envie de faire du tout dans notre vie. Ça veut dire, avec ce que tu nous expliques, qu'il y aurait des choses, des activités, des façons d'être qui seraient féminines et d'autres qui seraient masculines, comme s'il y avait deux catégories. Alors, le genre, justement, c'est ce système qui vient créer ces catégories, c'est-à-dire qui renforce en fait l'idée qu'il y a vraiment deux groupes qui seraient vraiment très distincts, les femmes et les hommes, le féminin et le masculin. Les activités ne sont pas en soi féminines ou masculines dans le sens où on l'entend parfois. C'est pas parce qu'on est une femme ou une petite fille, par exemple, qu'on aime faire ce type d'activité ou que c'est féminin de faire ce type d'activité, par exemple de la danse classique. Par contre, comme la société a construit cette activité comme étant associée aux femmes, aujourd'hui, c'est vu comme féminin. Ça veut dire que là, avec l'épisode de ce podcast, on interroge la question de l'orientation scolaire. Le genre aurait donc un lien avec l'orientation scolaire.
Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Qu'est-ce qui a été observé? Qu'est-ce qui se joue relativement à l'orientation scolaire et au genre? Oui, alors ça c'est un constat qu'on peut faire assez facilement hein, quand on va dans un lycée, à l'université ou même quand on regarde autour de soi. On voit que les filles et les garçons, plus tard les jeunes femmes, les jeunes hommes, ne font pas en fait les mêmes choix d'orientation. Et ça, c'est à toutes les étapes de la scolarité. Par exemple, on peut prendre quelques chiffres hein, pour illustrer ça. Si on regarde par exemple en lycée général, alors aujourd'hui, tu sais qu'en lycée général, il faut choisir une doublette en terminale, une doublette de spécialité. Et ben, par exemple, les derniers chiffres hein, qui sont publiés par le ministère annuellement nous disent que dans les personnes qui choisissent la doublette, enfin qui choisissent comme 2 disciplines, humanité, littérature et philosophie et langue, littérature et culture étrangère et régionale, on a 85% de femmes et seulement 15% d'hommes. À l'inverse, dans la doublette mathématiques et numérique et sciences de l'informatique, on a 89% de garçons, d'hommes. Ça se retrouve aussi au lycée technologique, au lycée professionnel. Par exemple, dans les filières professionnelles de coiffure et d'esthétique, on a 99% de femmes. 98% d'hommes en électricité et électrotechnique. C'est pareil dans l'enseignement supérieur, en fait, c'est pareil dans toutes les filières. Le constat un peu transversal, c'est que les filles ou les femmes sont surreprésentées dans les filières littéraires, paramédicales, sociales, dans les filières du soin aux autres, par exemple, là où les garçons, les hommes, sont surreprésentés dans les filières plus techniques, scientifiques et sportives. Ça fait écho en fait à ce qu'on voit sur le marché du travail, hein, puisque comme tu l'as rappelé, les métiers sont aussi genrés. Alors bien sûr, il y a des évolutions. Historiquement, ça évolue un peu, mais quand même, on peut faire ce constat que beaucoup de formations sont en fait très peu mixtes, sont très genrées, c'est-à-dire qu'elles sont socialement associées à un groupe de sexe. Et c'est d'autant plus frappant qu'on sait que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Ce sont souvent des meilleurs élèves, en fait, hein, statistiquement. Et pour autant, elles sont davantage représentées dans des filières qui sont moins valorisées, qui permettent notamment une insertion moins aisée sur le marché du travail, qui conduisent plus souvent, par exemple, à du temps partiel ou à des périodes de chômage, ou voilà, un métier qui est tout simplement, en termes de salaire, moins valorisé, ou même en termes de, juste socialement, dans la manière dont il est vu. Et en fait, tout ce qui est métier plus féminisé, ou filières plus féminisées, est souvent moins bien vu que dans le cas inverse, des filières plus masculinisées ou des métiers plus masculinisés. Ce qui peut surprendre, vu que les filles réussissent mieux à l'école, on pourrait penser qu'elles accèdent à ces filières et ces métiers plus valorisés. C'est là qu'on voit vraiment du genre déjà, parce que, comme je disais tout à l'heure, le genre, c'est ce qui construit les différences et les inégalités entre les femmes et les hommes, le féminin et le masculin. En l'occurrence, c'est très largement au profit du masculin et des hommes, et ça se voit dans ces filières. Ce qui est représenté comme une filière plus masculine, c'est plus valorisé que ce qui est vu comme une filière féminine. Justement, tu parles de filière féminine, filière masculine, évidemment, entre guillemets. Qu'est-ce qui caractérise ces filières? Comment on peut opérer cette classification entre filière masculine, filière féminine? Alors oui, effectivement, tu fais bien de rappeler les guillemets qu'on n'entend pas à l'oral, parce que l'utilisation des guillemets permet d'insister sur le fait que c'est socialement construit. C'est pas en soi féminin ou masculin, c'est pas par essence féminin ou masculin. Mais effectivement, il y a plusieurs critères qui peuvent permettre de se dire ok, cette filière, elle est socialement construite comme féminine ou masculine. Moi, l'approche que j'utilise et que je ne suis pas la seule à utiliser, hein, je m'appuie sur les travaux d'autres chercheuses. Je pense notamment aux travaux de Michel Perrault, de Christine Ménesson ou d'Emmanuelle Zolesio, qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est une approche qui utilise 4 critères. 4 critères en fait qui s'additionnent pour dire qu'une filière est féminine ou masculine, avec les guillemets, socialement construite comme féminine ou masculine. Ces 4 critères, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, le premier, le plus évident, c'est un critère numérique. Une filière, elle est féminine si elle est très, très, très féminisée. Donc moi, je considère au moins 80% de femmes, par exemple. Je n'ai pas de chiffre très précis, mais en tout cas, très largement féminisée en termes numériques. Par ailleurs, et ça ne s'arrête du coup pas à un constat numérique, une filière est considérée comme féminine ou comme masculine si elle a historiquement été construite comme une filière pour les femmes ou pour les hommes. Donc ça, c'est lié à l'histoire des filières, des professions, etc. Et puis, aujourd'hui encore,
troisième critère, c'est une filière ou un métier qui présente des caractéristiques techniques et symboliques, c'est-à-dire ce qu'il faut faire dans ce métier, c'est socialement associé aux femmes ou aux hommes. Est-ce que tu peux donner un exemple de ça ? Oui, tout à fait. C'est le cas, par exemple, des filières sage-femme et assistantes de service social que j'ai étudiées, qui montrent bien que ça n'est pas qu'une histoire de chiffres, parce que, bon, alors effectivement, dans ces filières, on a en sage-femme 97% de femmes en 2021, en assistance de service social 93%, donc clairement, on est sur une très très large féminisation. Mais c'est aussi des professions qui ont été construites comme des professions pour les femmes, hein, si on regarde un peu l'histoire de ces professions. Le cas des sages-femmes est assez parlant, puisque jusqu'en 1982, c'était un métier qui n'était pas accessible aux hommes. Et puis par ailleurs, c'est des métiers et des filières, du coup, qui renvoient à des dispositions qu'on associe plus aux femmes, comme la douceur, l'écoute, le dévouement, la discrétion, etc., le soin aux autres. C'est aussi des métiers qui ont des caractéristiques techniques et symboliques qui les associent aussi aux femmes. C'est des métiers qui donnent beaucoup de place à l'accompagnement des autres, qui accompagnent de nombreuses femmes parmi les usagers et usagères, ou encore qui renvoient à des professions intermédiaires peu reconnues. Et ça, c'est ce qui est plutôt socialement associé aux femmes. Et donc, on voit bien que ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, mais c'est aussi une histoire de construction sociale, ce qui veut dire que des filières aujourd'hui très féminisées, comme la médecine par exemple, les études de médecine aujourd'hui sont très très féminisées. Mais pour autant, moi je ne considère pas que c'est une filière féminine avec les guillemets, dans le sens où ça n'est pas perçu comme atypique ou surprenant qu'un garçon fasse des études de médecine, parce qu'en fait, historiquement, ce n'est pas une profession qui était une profession construite pour les femmes. Ça montre qu'en termes de levier, si on veut avoir une influence sur ce sujet-là, pouvoir ouvrir davantage d'effectifs à des femmes dans des formations dites masculines ou à des hommes dans des formations dites féminines, en fait, c'est pas un levier qui est viable, puisque ça joue aussi sur ces trois autres critères que tu évoquais, donc l'histoire de la profession, les caractéristiques du métier, les dispositions aussi requises pour y accéder. Alors, effectivement, c'est un levier qui peut permettre de changer un petit peu l'image de la profession ou de la filière. S'il y a un changement qui est massif, on peut imaginer que progressivement, ça fera changer un peu les représentations. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne suffit pas si ça ne s'accompagne pas d'une transformation de l'image de cette filière, donc que ce soit une revalorisation des compétences, juste de la manière dont on parle de ce métier. Et après, il y a un ensemble de choses qui sont liées à ce qu'on fait dans ce métier et qu'on met en avant. Le cas des sages-femmes, de nouveau, est assez intéressant parce que dans le métier de sage-femme, par exemple, il y a beaucoup de compétences techniques et scientifiques qui sont mobilisées. C'est un métier, c'est une profession médicale. Hein. Et pour autant, on a plutôt tendance à penser, quand on pense aux sages-femmes, aux dimensions socialement construites comme féminines de ce métier, donc le fait d'être dans l'accompagnement des patientes qui vont accoucher, ça renvoie beaucoup à l'image des bébés, etc., alors qu'en fait, les sages-femmes s'occupent essentiellement des mères, en fait, des patientes enceintes et puis juste après l'accouchement. Mais c'est vrai que dans l'image collective, on pense plutôt à cette dimension-là qu'au côté très technique du métier ou très scientifique. Et donc, effectivement, un changement dans le nombre d'hommes dans la profession, ça peut participer, si c'est massif, à changer un petit peu cette image-là. Mais s'il n'y a pas de travail sur l'image du métier de manière plus générale, alors non, je ne pense pas que ça suffira à changer son image, entre guillemets, féminine. Donc on voit bien en fait l'influence que le genre peut avoir sur nos envies, même de formation, et à quel point la société, je dirais au sens large, peut l'encourager. Mais on voit aussi, et c'est ce que tu as étudié dans le cadre de ta thèse, qu'il y a des trajectoires qui sont atypiques, que finalement, il y a des garçons qui suivent des formations, puis plus tard des métiers masculins, enfin féminins du coup. Effectivement, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le poids qu'a le genre habituellement sur l'orientation. Donc c'est ce qu'on vient d'évoquer. Et ça, on sait très bien l'expliquer sociologiquement. Il y a plein de recherches en fait qui ont montré pourquoi depuis. Donc voilà, comme on l'a dit, on est socialisé très fortement différemment en tant que fille ou en tant que garçon. Et puis plus tard, dans l'accompagnement du choix d'orientation, on va être un peu poussé différemment vers différentes filières, canalisé vers différentes filières selon qu'on est une fille ou un garçon, etc. Ça, c'est des mécanismes qui jouent très puissamment. Et du coup, on peut se dire, comment ça se fait qu'il y en ait qui ne rentrent pas dans ces grandes tendances statistiques ? Comment on peut expliquer ça ? Parfois, ça peut même conduire à se dire, mais du coup, ils sortent un peu de la logique sociologique. On pourrait dire, c'est comme des
des contre-exemples de tout le raisonnement sociologique, comment ça se fait que ces personnes-là rentrent pas dans les cases, quoi, en gros, dans les cases statistiques. Et effectivement, moi, c'est le cas qui m'a intéressée à travers le cas des hommes qui investissent des formations dites féminines. Il y a pas mal de travaux, par ailleurs, sur les femmes dans des filières ou plus largement dans des métiers, des occupations masculines. Est-ce que, en plus, c'est une question qu'on se pose et je pense que tu y répondras par la suite, est-ce que les dynamiques sont les mêmes dans le fait que des hommes, ou des garçons en l'occurrence, puisqu'on parle du coup là jusqu'aux lycéens, s'orientent vers ces formations dites féminines et l'inverse? Est-ce que les logiques à l'œuvre sont les mêmes pour les deux sexes en fait? Alors non, effectivement, et ça c'est un résultat important quand on compare ces deux types de trajectoires. Les travaux qui se sont intéressés aux filles ou aux femmes dans des filières ou des métiers dits masculins ont montré en fait le poids de la socialisation tout au long de la vie. Ça veut dire que depuis la petite enfance, ces jeunes filles qui vont s'orienter après vers des filières plutôt associées aux garçons, elles ont connu, pour beaucoup d'entre elles, c'est pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre elles, des socialisations, des éducations, on pourrait dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire en matière de genre. Donc, par exemple, elles étaient très proches de leur père, qui a tissé un lien privilégié avec elles. Ou alors, elles avaient beaucoup d'amis garçons dans l'enfance, ou elles faisaient partie d'une fratrie avec que des garçons, où elles étaient la seule fille. Ou au contraire, une fratrie avec que des filles, et où du coup, elles ont un peu joué le rôle, c'est ce que certaines sociologues appellent le rôle de garçon manquant dans la fratrie, et c'est un peu sur elle que serait projeté un statut de garçon dans la fratrie. Et donc, elles vont développer des loisirs comme, le bricolage, le football, etc., qui vont, en fait, tout ça, mis bout à bout, contribuer à ce que des sociologues ont appelé une socialisation de genre inversée. Ça veut dire qu'en fait, depuis la petite enfance, souvent, ou à l'adolescence, elles ont développé des goûts, des appétences qui vont, en fait, favoriser le fait d'avoir envie d'aller faire des études ou un métier qui ne sont pas socialement associés aux filles. Donc, je ne sais pas, il y a des travaux par exemple sur les chirurgiennes ou sur les femmes policières ou sur les femmes investies dans des formations d'électricité ou ce genre de choses. Quand on regarde du côté des garçons qui s'orientent dans des filières très féminisées, des filières féminines, c'est pas les mêmes mécanismes en fait qui rentrent en jeu. Ce que moi j'ai pu voir à travers le cas des sages-femmes et des assistants de service social, c'est que, alors j'ai fait des entretiens avec 58 de ces hommes, donc j'ai pu voir quand même un gros panel, et parmi eux, il y en avait vraiment très peu, seulement quelques-uns, qui avaient connu une socialisation de genre inversée, c'est-à-dire qui aurait été un peu le symétrique de ce cas des filles dans des filières masculines. Et en fait, donc voilà, c'était pas un élément d'explication plausible, en tout cas pas pour la plupart d'entre eux. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que souvent, leur choix d'orientation, il était assez tardif. Ça veut dire que ce n'était pas forcément leur premier choix et que c'est dans des contextes particuliers, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été amenés à faire ce choix. Donc, parfois, ça peut être lié, par exemple, à des opportunités qui leur sont données au cours de leur scolarité ou au début des études supérieures. Par exemple, à l'occasion d'un test d'orientation, ils découvrent une filière ou alors ils rencontrent une personne, ils rencontrent une assistante sociale qui leur parle du métier, ils se disent « mais oui, ça peut m'intéresser, justement, je ne savais pas quoi faire ». Ou encore, un cas frappant, c'est le moment où les études de sage-femme ont été mutualisées, enfin la première année des études de sage-femme a été mutualisée avec les études de médecine, ce qui a fait découvrir en fait la filière sage-femme à beaucoup de personnes, des femmes comme des hommes, mais donc ça se passe en 2002-2003, on a eu une explosion des effectifs d'hommes dans la filière, qui a été multipliée par 6 en un an, parce que en fait, c'était des cas d'hommes qui n'avaient pas réussi à rentrer en médecine et qui avaient découvert la filière sage-femme et qui se disaient pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Donc un effet d'opportunité. Voilà, un effet d'opportunité. Il peut y avoir aussi des effets de contrainte. À l'inverse, c'est aussi ce qu'ils ont raté médecine, par exemple, pour un bon nombre d'entre eux qui se disent sage-femme, c'est pas mal aussi. Il y a aussi des cas d'hommes qui vont vers une filière dite féminine parce qu'ils vivent une situation de chômage ou qu'ils ont du mal à s'intégrer sur le marché du travail. En assistance de service social, on voit souvent ça. Des gens pour qui c'est une reconversion, une réorientation. Et en fait, le métier d'assistant de service social, il est un peu plus protégé du chômage. En tout cas, au moment où je faisais l'enquête, il permettait d'obtenir un travail relativement aisément. Et du coup, ça peut être vu comme une solution. Donc, en fait, pour ces hommes, c'est beaucoup plus un choix qui vient un peu dans un second temps, un choix qui est davantage
contextuel, voilà, qui est lié à des contraintes et des opportunités. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aussi des dispositions qui vont faire qu'ils y vont, parce que voilà, il y a plein de gens qui, pour autant, ne choisissent pas le métier de sage-femme ou d'assistante sociale, par exemple. Mais avant tout, ce que moi, j'ai pu voir, c'est que c'est ces contraintes et ces opportunités qui jouent un rôle. Ça n'en fait pas pour autant un choix par défaut. C'est plutôt un choix qui est opéré dans ce contexte avec des contraintes, des opportunités, mais qui, du coup, ne relève pas tout à fait des mêmes logiques que ces jeunes filles investies dans des formations dites masculines. Oui, donc on peut se demander, avec ce que tu viens de nous dire, si ces différences de dynamique, ces différences d'expérience vécues, elles se retrouvent aussi à l'entrée en filière quand les garçons et les filles se retrouvent en formation, dans des formations qui sont atypiques au regard de leur genre. Oui, effectivement, c'est la bonne intuition, parce que le fait d'avoir ces trajectoires d'orientation différentes, ça va se retrouver aussi dans des vécus différents et inégaux, en fait, dans les filières d'études. Ce pas du tout les mêmes expériences pour les quelques femmes dans des métiers et des filières très masculinisés, ou pour les quelques hommes dans des métiers ou des filières très féminisées. Tu as mené un travail de 5 ans de recherche sur cette question, avec de multiples observations, des entretiens dont tu as commencé à nous parler. Ça fera l'objet d'un second épisode puisqu'on va te réinviter. Merci beaucoup, Alice. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver un ensemble de ressources sur le site internet de l'INSP de l'Académie Lille Hauts-de-France, rubrique recherche. À bientôt!